Renault nous régale depuis plusieurs années, que ce soit lors des colloques de l'ARCSI ou lors des GS Day, et dans bien d'autres occasions avec des démonstrations très percutantes. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je rappelle que c'est Renault qui a su sensibiliser la CNIL à la vulnérabilité des cartes bancaires sans contact, entraînant certaines obligations pour les banques. C'est lui aussi qui nous a initiés le mieux à la vulnérabilité de certains protocoles d'échange sans fil, lui permettant d'ouvrir sans coup férir nos portes de garage, nos voitures, d'accéder à nos box, bref, tous les échanges radio qui nous facilitent la vie, mais qui peuvent se transformer en cauchemar. Il s'intéresse également, entre autres choses, à la géolocalisation GSM, au blockchain et au calcul quantique. J'ignore ce qu'il nous réserve aujourd'hui sur les messageries, mais je lui fais toute confiance pour nous étonner encore. Renaud, nous sommes tout oui. Voilà, je vais vous parler de la sécurité des messageries instantanées. Alors, c'est vrai que le thème de ces rencontres n'était pas forcément évident à entrevoir à l'avance. Mais en fait, l'actualité s'est pas trompée. Hein. L'actualité de ces dernières semaines et ces derniers mois s'est pas trompée. Et on a des exemples très intéressants, notamment ces dernières semaines, à commenter. Exemples qui nous serviront de support hein, pour cette présentation. Voilà, donc je suis Renaud Lifshitz, je suis chercheur, expert en sécurité. Je m'intéresse à pas mal de choses, mais notamment à la sécurité protocolaire, donc un peu plus aux failles, on va dire, de conception que d'implémentation, que ça soit d'ailleurs sur les protocoles sans fil ou sur les aspects un peu crypto. Voilà. Alors, on parle de messagerie instantanée et de robustesse, hein, beaucoup, à travers maintenant des messageries qui commencent à se démocratiser, qu'on peut avoir sur nos smartphones. Des messageries comme vous connaissez, hein, WhatsApp par exemple, Signal, Telegram, hein, dont on entend beaucoup parler. Et puis on va dire des dinosaures historiques un peu plus anciens, comme Google Hangouts, qui a changé plusieurs fois de nom, Facebook Messenger, hein, puisque c'est aussi une façon de communiquer, et l'historique Skype, qui a été racheté par Microsoft. Voilà. Alors, il faut distinguer déjà deux modèles hein, différents de sécurité. Vous avez des messageries qui sont, on va dire, en quelque sorte centralisées, où le chiffrement et le déchiffrement se font sur le cloud. Hein. Et donc, du coup, on va dire, le fournisseur a la possibilité de déchiffrer les messages. Alors, le fournisseur ou toute autre entité légalement disposée à mener des écoutes, hein, notamment les États. Hein. Donc, dans le cas des messageries, on va dire, centralisées, hein, où les serveurs sont sur le cloud, ce qui est le cas donc, de Hangouts, Facebook Messenger et Skype, l'éditeur, hein, comme les États, ont la faculté d'écouter, d'espionner les conversations relativement simplement, puisque c'est une obligation légale, hein, notamment pour les opérateurs de télécommunications. Hein, je rappelle, dans beaucoup de pays, notamment la France. Voilà. A contrario, vous avez des messageries qui se développent de plus en plus, où le chiffrement est fait de bout en bout. Hein. Donc c'est le cas des messageries que j'ai citées, comme Signal et WhatsApp notamment, qui sont très répandus dans nos contrées. Telegram, hein, la messagerie d'origine russe aussi. Voilà. Alors, Signal et WhatsApp, derrière, c'est le même protocole, c'est un protocole open source qui s'appelle l'Open Whisper System, hein, OWS, qui a été élaboré par pas mal d'experts hein, et qui est toujours soumis à audit, à critique, hein, puisqu'il est complètement ouvert. Après, l'implémentation est un petit peu différente selon les clients de messagerie et on va voir que ça peut aussi causer des problèmes de sécurité. Voilà. Mais grosso modo, vous avez le même protocole derrière Signal et WhatsApp. Telegram, lui, est bien plus obscur. Hein. C'est un protocole russe, c'est bien plus obscur. On ne connaît même pas exactement le nombre de serveurs et leur répartition géographique dans le monde. Donc il y a un petit peu plus de doute hein, sur l'auditabilité et sur le fonctionnement de Telegram. Voilà.
Par ailleurs, Edward Snowden, dans un de ses tweets récents, recommandait comme messagerie sécurisée d'utiliser Signal. Donc je me pencherai un petit peu plus sur cette messagerie que sur les autres pour vous parler des problèmes de sécurité qui peuvent être rencontrés en utilisant Signal. Alors il faut aussi se méfier des discussions de groupe. Vous pouvez en discuter en 1 à 1 sur ces messageries instantanées, bien évidemment, mais aussi vous pouvez créer des groupes. Et créer des groupes, ça affaiblit considérablement la sécurité. Et notamment, il ne faut pas penser que la sécurité est la même dans un groupe que lors d'une discussion 1 à 1. C'est le cas notamment dans Telegram. Il y a récemment eu des cas de terroristes qui utilisaient Telegram et des groupes pour faire de la propagande et pour faire du recrutement sur Telegram. Très rapidement, ces groupes-là ont été fermés par Telegram, qui les surveille, du coup, qui ont accès à ces conversations en clair. Et certaines personnes ont été appréhendées et arrêtées suite donc à l'utilisation de ces groupes de messagerie dits sécurisés. Donc, ça veut bien dire que les échanges n'y sont pas si sécurisés que ça, on va dire. Voilà. Et puis récemment, vous avez Keybase qui a fait son apparition. Keybase qui est un petit peu moins connu, mais qui est aussi open source et qui est basé sur PGP et qui vous permet à la fois de fédérer tous vos comptes électroniques en ligne, donc de prouver votre identité sur Twitter, sur Facebook, sur Reddit, sur GitHub, mais aussi de créer votre espace web en ligne, de faire du partage de fichiers en groupe, et également donc qui propose maintenant une interface de messagerie instantanée qui est disponible sur desktop comme sur smartphone, qui ressemble beaucoup à Slack d'ailleurs, mais qui est complètement sécurisé, puisque le système donc repose sur PGP et tous les messages sont signés et chiffrés à destination uniquement des destinataires que vous avez souhaité rajouter dans votre groupe. Donc là, on a une sécurité de très très bon niveau. Voilà, à l'origine basé sur PGP qui n'est pas vraiment fait pour la messagerie instantanée, mais on se rend compte que ça fonctionne relativement bien quand même. Donc c'est une solution intéressante. Alors, beaucoup d'états de l'art cryptographique qui est déployé dans Signal. Alors je ne vais pas passer en revue le protocole, ça risquerait d'être terriblement technique et ennuyant. Mais pour vous dire que vraiment, les messageries de type OWS, comme Signal et Telegram, déploient des trésors d'ingéniosité en termes cryptographiques pour avoir de la signature de messages, pour avoir des messages qui sont chiffrés, pour avoir des messages, ce qu'on appelle OTR, c'est-à-dire que si on capture le trafic et qu'on a la capacité de le décrypter plus tard, on ne pourra pas capturer l'ensemble des messages, mais les capturer un par un, c'est-à-dire avoir une clé différente par message. Donc on a de la cryptographie éphémère qui évite de casser une clé maître qui pourrait compromettre tout l'échange. Voilà. Donc on a des choses qui sont très très bien faites en termes de design sur ces protocoles ouverts de messagerie sécurisée. Par contre, il y a quand même un certain nombre de points assez inquiétants dans l'actualité récente, donc je vais reparler d'actualité pour vous donner quelques exemples. Alors ça, c'est tout récent, puisque ça a moins d'une semaine, donc ça tombe très très bien pour nos propos. Novembre 2017, je crois que le cas est apparu vendredi dernier, pour être précis. Une fausse application WhatsApp fait son apparition sur le store Android. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors, ce qui est préoccupant, c'est pas qu'une fausse application fasse son apparition, parce que ça arrive tous les jours. Ce qui est préoccupant, c'est qu'elle a berné plus d'1 million d'utilisateurs. Plus d'1 million d'utilisateurs ont téléchargé cette fausse application en pensant qu'il s'agissait d'une mise à jour de WhatsApp, puisque c'est comme ça qu'elle apparaissait sur le magasin d'applications Android. Donc, elle était intitulée Update WhatsApp Messenger. Le nom de l'éditeur était bien WhatsApp Inc., à ceci près, en fait, que l'attaquant, entre guillemets, a placé un espace, juste après le nom de l'éditeur, un espace en Unicode, donc totalement invisible dans l'interface utilisateur, et que l'application a même berné le contrôle de Google, le contrôle manuel, et donc Google a
mis en place l'application dans son store, sachant que c'était une copie quasi conforme en termes de couleur, en termes de logo, en termes de nom et de nom de l'éditeur d'une application qui, elle, était légitime. Voilà. Et ça n'a pas levé d'avertissement, de drapeau rouge chez Google, qui a mis à disposition cette application, et donc 1 million d'utilisateurs se sont fait berner. Bien que l'application était quand même très facilement, on va dire, identifiable, parce qu'elle reprenait quasiment tous les éléments graphiques et textuels d'une application légitime. Donc ça aurait pu être trouvé par un robot, très clairement. Voilà. Qu'est-ce que faisait cette application? En fait, cette application diffusait massivement des publicités sur votre smartphone. Et d'autre part, l'application en elle-même ayant juste la permission d'accéder à Internet, demandait aucune autre permission, donc des permissions complètement standards, des permissions d'ailleurs qui s'affichent maintenant sous forme de cette application ne demande aucune permission dans les versions récentes d'Android, puisque l'accès à Internet est considéré comme une permission universelle maintenant sur Android. Donc il n'y avait pas de permission particulière pour cette application-là. Par contre, elle profitait de cet accès à Internet pour télécharger d'autres applications qui, elles, étaient vérolées et avec des buts beaucoup moins avouables. Voilà. Donc, possibilité d'aller télécharger des logiciels malveillants derrière et de corrompre, du coup, votre sécurité et votre smartphone. Voilà. C'est pas la première fois qu'une telle application fait son apparition, comme je disais, sur le store Android. Par contre, c'est la première fois qu'on a un si grand nombre de victimes, donc plus d'1 million. Pour rappel, en 2013, on avait le même genre d'application qui était arrivé, et c'était une copie de iMessage, donc la messagerie d'Apple, qui avait fait son apparition sur le store. Alors ça pose quand même des questions intéressantes. Déjà, voir qu'il y a l'incapacité des géants, des GAFA, à détecter les usurpations sur des cas pourtant relativement simples, qui me paraissent très très simples, avec un simple script qui compare des noms de logiciels et d'éditeurs et d'icônes à la Logitech sur lequel ils ont complètement la main et sur lequel ils peuvent faire ces comparaisons. Et d'autre part, une question de responsabilité. Quid ensuite des brèches de sécurité qui sont ouvertes par ces applications, des données que vous pouvez avoir volées sur votre smartphone? Est-ce que vous pouvez laisser porter la responsabilité à Google sur le fait que vous ayez vos mots de passe volés, vos mails volés, vos documents confidentiels volés, à cause de cette grosse négligence et grosse bourde, voilà, qui restait quand même, mine de rien, au moins 4 jours sur le store. Ensuite, récemment aussi, il y a une question, c'était en septembre dernier, d'une éventuelle backdoor dans certaines messageries, porte dérobée dans certaines messageries. Ça a fait débat. Alors le débat a été quand même un peu amplifié par un article de Wired notamment. La question s'est posée donc si la messagerie WhatsApp utilisait une porte dérobée, puisqu'il se trouvait que la messagerie WhatsApp ne signalait pas quand votre correspondant changeait de clé privée pour signer ses messages. Normalement, en principe, quand vous discutez avec quelqu'un, il signe ses messages, tous les messages sont signés avec ce type de messagerie. Il n'y a aucune raison que pour d'un message au suivant, la signature change. Là, on peut se poser des questions, évidemment, sur s'il n'y a pas eu usurpation d'identité par un tiers, ce qui pourrait causer cette modification de clé en cours de conversation. Alors, la clé, elle a des raisons légitimes d'être modifiée. Si vous réinstallez l'application, si vous la supprimez et la réinstallez, il n'y a pas de trace qui est laissée par les applications. Quand on supprime une application, ça supprime toutes les données que vous aviez avec, donc notamment les clés éphémères qui sont générées lors de l'installation. Cette clé, elle a des raisons de changer si vous changez votre carte SIM ou si vous changez de téléphone. Mais le cas un peu inquiétant, c'est que cette clé-là, elle peut changer, évidemment aussi, s'il y a une usurpation illégitime de votre interlocuteur. Et il se trouve que WhatsApp, donc du coup, ne signale pas quand l'expéditeur change de clé, et ne signale pas donc quand il y a un changement de clé privée, alors qu'il le gère totalement bien, mais par défaut, en fait, il ne le signale pas. C'est à vous d'activer dans les options une notification pour vous prévenir si la clé change. Voilà, c'est pas présent par défaut. C'est pas security by design, autrement dit, il faut aller dans les paramètres de sécurité et aller cocher soi-même cette option-là. La messagerie Signal, au contraire,
nécessite une validation systématique de l'empreinte de clé, hein, puisque quand vous avez une signature qui change, il vous le dit tout de suite. Hein, voilà. Veuillez la valider manuellement. Il vous affiche une empreinte de clé, donc un hash, hein, un condensat de la clé, et vous avez à vérifier si vous êtes un petit peu paranoïaque, hein, si vous voulez vérifier que c'est bien la bonne personne, bah vous appelez la personne hein, par téléphone ou par un autre canal hein, pour vérifier si elle a bien changé son téléphone ou réinstallé l'application et si cette empreinte correspond bien à son identité. Voilà. Et ça, c'est obligatoire dans Signal, sinon vous ne pouvez pas voir les nouveaux messages et vous ne pouvez pas continuer la conversation s'il y a un changement de clé. Alors après, on peut se poser la question, même si l'affaire a très largement été, on va dire, exagérée hein, par les médias, on peut quand même se poser la question de savoir si ces choix-là sont des faiblesses volontaires, des négligences de la part des développeurs, ou vraiment des choix liés à l'expérience utilisateur. Parfois, la réponse n'est pas évidente. Autre problème, autre doute sur la sécurité des messageries, c'est bien gentil d'utiliser des messageries, le problème c'est que ces messageries peuvent être illégales hein, sur le lieu où vous vous situez. Et on va voir, c'est le cas de plus en plus de pays hein, dans lesquels vous ne pouvez pas utiliser de messagerie sécurisée. Alors, l'exemple le plus criant, c'est sans doute la Chine. Hein, Facebook qui est banni depuis 2009, hein, donc Facebook Messenger du coup, par ce fait. Facebook ayant racheté WhatsApp, hein, il y a une agglomération maintenant des géants. WhatsApp a lui aussi été banni hein, tout récemment, septembre 2017, et même filtré hein, depuis juillet, depuis le mois de juillet, donc cet été. Voilà. Donc il faut bien distinguer hein, l'interdiction légale du filtrage, hein, du blocage complet de la messagerie, mais très souvent quand c'est interdit, il y a un blocage derrière, même si certaines messageries sécurisées comme Signal justement ont des méthodes de prévention de blocage en utilisant des CDN comme ceux de Google. Hein, et donc, il est très difficile de distinguer une communication Signal d'accès au moteur de recherche Google hein, en utilisant les mêmes CDN. Voilà. Les Chinois donc, préfèrent imposer, et ils le disent très clairement pour des raisons de sécurité, hein, une messagerie nationale qui s'appelle WeChat, qui regroupe 1 milliard d'utilisateurs, ce qui est considérable, et sur lequel l'État hein, peut faire des écoutes, et il l'assume totalement, hein, cet état de fait, en interdisant les messageries chiffrées. Voilà. Dans l'actualité toute récente aussi, en novembre, donc ça date de quelques jours, l'Afghanistan bannit et bloque WhatsApp et Telegram, là aussi pour des raisons sécuritaires, hein, nous disent les gouvernements. L'Inde et le Brésil, ça fait à plusieurs reprises qui choisissent de filtrer et changent régulièrement leurs filtres concernant ces messageries, ces mêmes messageries. Hein, donc ça marche par intermittence, on va dire, dans ces pays. C'est un peu le jeu du chat et la souris, hein, les États qui bloquent, les messageries qui changent un petit peu leur serveur et leur initialisation de connexion pour ne pas être détectés. Donc l'accès est assez compliqué dans ces pays-là. Et on parle quand même de pays qui sont extrêmement peuplés, puisqu'on parle de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Hein, donc ça représente une part non négligeable de la population mondiale qui n'a pas accès du coup à ces messageries. D'autre part, on a dans beaucoup de pays arabes notamment une interdiction de la voix sur IP. Là encore, pour faciliter les interceptions téléphoniques. Hein. Donc c'est le cas, par exemple, au Maroc, mais c'est le cas aussi en Arabie Saoudite. Une interdiction pure et simple, hein, souvent assortie d'ailleurs d'un blocage aussi, de la voix sur IP. Donc du coup, comme ces messageries sécurisées proposent aussi des appels en voix sur IP, hein, en plus de messages textes et d'envoi de fichiers, ce sont aussi ces messageries-là qui sont bloquées, au moins en partie, hein, sur les échanges vocaux. Et puis, plus proche de nous et sans doute plus inquiétant pour l'avenir, hein, vous l'avez peut-être entendu parler, le Royaume-Uni qui réfléchit à bannir hein, le chiffrement de bout en bout. Hein, donc ça, c'était l'ancien Premier ministre qui a déposé donc, un projet de loi pour bannir le chiffrement. A d'ailleurs cherché de l'aide en Europe, hein, notamment de l'aide en France, pour essayer de soutenir cette cause-là, et propose des backdoors hein, en solution pour faire de l'écoute de ces messageries. Grosso modo, on va proposer d'interdire les messageries tant qu'elles n'ont pas mis en place une porte dérobée qui permet
l'écoute et l'interception légale. Donc ça pose aussi évidemment beaucoup de problèmes éthiques et sécuritaires. Alors ce qui est perturbant en fait, c'est que ces contraintes sécuritaires dans ce climat d'attentat, puisqu'il a été question de l'interdiction donc de chiffrement bout à bout après les attentats de Charlie, il y a un peu plus de 2 ans et demi, si je ne dis pas de bêtises. Cette interdiction donc, par le gouvernement britannique a eu lieu donc, en janvier, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Sur des raisons donc, sécuritaires, le problème c'est que du coup les gouvernements choisissent d'affaiblir la sécurité numérique pour renforcer la sécurité physique, soi-disant. Je pense aussi que ce n'est pas un très très bon compromis d'essayer d'affaiblir la sécurité pour des besoins de sécurité, c'est quand même assez contradictoire. Beaucoup d'États, en tout cas c'est un état de fait, souhaitent intercepter les communications des messageries en clair, soit en interdisant le chiffrement de bout en bout, soit en forçant la mise en place de backdoors cryptographiques, quelquefois même en forçant l'éditeur à révéler des clés maîtres. Ça a été le cas sur BlackBerry. Il y a plusieurs pays qui ont, dans un premier temps, interdit les BlackBerry, puis les ont autorisés après avoir eu des informations secrètes de l'éditeur, qui est un éditeur canadien, pour information. Ça a été le cas de l'Inde et de l'Arabie Saoudite, notamment, qui ont fermé le marché avant de le réouvrir, après avoir obtenu ces fameux accès, alors via des clés maîtres ou via des serveurs d'interception qui étaient mis à disposition par l'éditeur, pour ne pas manipuler directement les clés. Ils avaient des accès aux flux déchiffrés qui étaient donnés par l'éditeur de la solution. Ou alors, simplement en affaiblissant et en cassant le chiffrement. On voit que c'est le cas dans certains protocoles, notamment historiquement dans Windows, le protocole de partage de fichiers de Windows. Et, on pouvait volontairement le dégrader pour déchiffrer les communications, et c'était tout à fait volontaire et même reconnu par Microsoft. Donc les États nous disent, d'un côté, on a besoin d'affaiblir le chiffrement pour surveiller les communications d'éventuels suspects, mais d'autre part, ça les gêne, les États, d'affaiblir parce qu'ils se disent que leurs ennemis, du coup, vont pouvoir en profiter aussi. Donc du coup, les ennemis de la démocratie, soi-disant, entre guillemets, vont pouvoir aussi procéder à ces interceptions et à ces écoutes. Donc du coup, les États sont encore très partagés sur le fait qu'il faut affaiblir la sécurité pour renforcer la sécurité, et surtout que ça va peut-être profiter à d'autres personnes qu'à l'État lui-même. Voilà. Donc c'est encore des débats qui restent grand ouverts. Pour autant, évidemment, tous les organes en France qui sont un petit peu experts sur le sujet, donc je parle de l'ANSSI, de la CNIL et du Conseil national du numérique, sont farouchement opposés, ont été consultés, et sont farouchement opposés évidemment à un affaiblissement de la cryptographie, et sont pour l'usage de la cryptographie forte et de la cryptographie même de bout en bout, pour éviter les vulnérabilités sur les systèmes informatiques intermédiaires. Voilà un petit peu les doutes qui peuvent menacer un peu ces messageries et la sécurité de ces messageries. Et je vais vous montrer maintenant 2 vulnérabilités majeures sur les modèles de messagerie actuels, et notamment sur Signal, qui est réputé à l'état de l'art en termes de sécurité, qui permettent totalement de compromettre la sécurité de ces messageries réputées inviolables, bien que la crypto derrière soit parfaite, bien qu'il y ait une vérification des identités des gens qui prennent part à la conversation, du chiffrement, de la signature électronique. On pense que c'est à peu près parfait, que tout est blindé. En fait, pas vraiment. Alors, il y a une attaque récente c'est un concept qui a été découvert par Jérémy Matos en août 2016, voilà, donc il y a un an, qui a été présenté, je crois que c'était à la Black Hat et après, un peu de temps après en Suisse l'an dernier, qui s'appelle Man in the Contact, qui est une attaque toute bête qui fonctionne sans compromission du téléphone, sans modification de l'application, donc sans compromettre ni l'intégrité du système d'exploitation, ni l'intégrité de l'application de messagerie. Comment ça fonctionne ? En principe, donc sur les smartphones, que ce soit iOS ou Android, les applications sont isolées les unes des autres. Chaque application fonctionne avec ses propres droits, donc une application n'a pas le droit d'écrire sur les données d'une autre application. Principe du bac à sable. Le problème, c'est qu'elles ont accès, ces applications, en lecture et écriture, à des ressources partagées.
Et notamment, la ressource partagée qui est un petit peu sensible ici, ce sont vos contacts, votre répertoire téléphonique. Autrement dit, une application qui est complètement tierce, qui n'a rien à voir avec Signal ou avec WhatsApp, peut très bien, donc ça peut être un jeu, ça peut être n'importe quelle autre application, une application utilitaire, peut très bien modifier vos contacts et par exemple intervertir les numéros de téléphone temporairement de 2 contacts. Et du coup, dans Signal, comme dans WhatsApp d'ailleurs, puisque WhatsApp est aussi concerné, vous verrez un message entrant d'une personne qui n'est pas du tout la personne que vous pensez être, mais d'un autre contact. C'est tout bête comme attaque, ça ne nécessite pas de compromission, comme je vous ai dit, ni du système d'exploitation, ni l'installation d'une application piégée, ni d'une vulnérabilité d'un rootkit présent en permanence sur le système. Ça peut être fait de manière ponctuelle et déclenché d'ailleurs par un message push qui est totalement invisible pour l'utilisateur. Il s'agit juste d'aller modifier temporairement donc, les contacts de votre répertoire. Donc une application même qui n'a pas forcément accès à Internet, juste avec accès au contact, peut créer un contact avec un numéro existant ou intervertir le numéro de téléphone de 2 contacts pour aller usurper très facilement un de vos contacts. Et donc vous penserez parler avec quelqu'un alors que vous parlez à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un petit peu préoccupant. Ça marche aussi dans Telegram. Et vous pouvez même jouer, quand vous êtes l'attaquant, non pas sur intervertir des numéros ou créer un numéro vraiment distinct ou un contact vraiment distinct, mais prendre le nom d'un contact et le modifier, par exemple, puisque les contacts sont en Unicode maintenant sur les téléphones récents, modifier juste la graphie des caractères, donc au lieu de mettre un espace classique, mettre un espace en Unicode, et du coup visuellement, vous n'avez aucune différence et aucune façon de faire le distinguo, sauf si vous regardez bien le numéro de téléphone qui est associé au contact de chacun de vos messages, ce qui est un petit peu lourd, ce qui est possible dans Signal, puisqu'il affiche le numéro de téléphone à chaque message. Par contre, c'est sur la version Android uniquement, et sur la version iOS, c'est pas possible. C'est pareil, on peut se demander pourquoi ce choix-là. Pourquoi on ne laisse pas aux utilisateurs iOS le choix de vérifier le numéro de téléphone duquel est issu le message? Est-ce que c'est une volonté délibérée? Est-ce que c'est un oubli? On ne sait pas trop. Voilà. Donc c'est une usurpation finale assez simple, sans interception active de trafic, ni modification de l'application. Et c'est une attaque qui est généralisable bien évidemment à la fois aux discussions de groupe et aux appels voix sur IP. Donc vous pouvez comme ça faire du caller ID spoofing, donc faire croire que vous êtes un contact de votre destinataire tout autre que vous-même. Voilà. Et réponse des éditeurs, on ne corrigera pas, parce que ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une fonction. Bon, très bien. Et alors le nec plus ultra des attaques, là encore, l'actualité l'a montré, puisque c'est des choses qui ont été faites grandeur nature, ce sont les attaques SS7. Alors, il faut comprendre que les messageries basées sur OWS, donc Open Whisper System, je rappelle donc Signal, WhatsApp et en partie Telegram aussi, pour une raison d'authentification. Ces messageries-là, en fait, vous authentifient par votre numéro de téléphone et pas par un login mot de passe. Pour des raisons de simplicité, vous n'avez pas de login et de mot de passe à vous rappeler. Donc, vous avez juste à installer l'application. Il n'y a pas de création de compte. Autrement, l'enrôlement se fait juste par votre numéro de téléphone sur ces 3 messageries qui sont très utilisées, pour des raisons de simplicité. Le problème, du coup, c'est le maillon faible, c'est évidemment votre numéro de téléphone. Est-ce que c'est une donnée qui vous authentifie fortement? En fait, pas du tout. Il y a un réseau qui s'appelle SS7 qui est utilisé par tous les opérateurs téléphoniques, auquel je vous dis, l'État a libre accès, puisque dans le cadre de ses écoutes légales et des fameuses boîtes noires, il a accès à ces réseaux SS7, à ces backbones SS7. L'État, comme des personnes mal intentionnées, puisque des accès maintenant au réseau SS7 sont disponibles sur le Darknet à quelques milliers d'euros, pour 2 ou 3 000 euros, vous pouvez obtenir des accès SS7. Une fois que vous avez accès à ce réseau SS7, en fait, vous pouvez très simplement usurper un numéro de téléphone et émettre un appel ou envoyer un message texte à n'importe qui dans le monde,
avec n'importe quel accès SS7, de n'importe où, vers n'importe où, en falsifiant votre numéro de téléphone. Et il est possible aussi de faire des redirections d'appels et des redirections de messages textes. Et du coup, il est possible d'usurper momentanément ou plus durablement n'importe quel contact de ces messageries instantanées et d'émettre des messages en son nom ou de déchiffrer les messages qui lui sont destinés. Donc de faire vraiment de l'interception active et de l'usurpation. Voilà. Donc ça, c'est une vulnérabilité assez critique qui est totalement invisible même si vous faites la première poignée de main sur Signal, c'est-à-dire que vous n'avez pas échangé de clé auparavant. Sinon, vous aurez évidemment un avertissement que la clé a changé. Avertissement, encore une fois, qui n'est pas par défaut ni très visible ni bloquant sur WhatsApp, j'en ai parlé, et que souvent les utilisateurs sous Signal disent accepter la nouvelle clé sans vérifier réellement par téléphone l'identité de leur interlocuteur. Donc cette attaque-là permet de compromettre quasiment toutes les grosses messageries utilisées à l'heure actuelle, Signal, WhatsApp et Telegram, avaient juste un accès donc étatique évidemment, mais surtout un accès à 2 ou 3 000 euros, n'importe qui peut faire ce genre d'attaque, et même parfois consulter l'ensemble de l'historique des communications. Je ferai quelque chose d'un peu plus détaillé avec probablement des démonstrations au FIC, si mon intervention est retenue. Prochain FIC, donc fin janvier 2018. Mais là, pour conclure pour cette séance-là, on pourra dire que les messageries sont effectivement à l'état de l'art cryptographique et il n'y a pas grand-chose à dire d'un point de vue conception. Par contre, il y a en sécurité beaucoup de différences entre la conception et l'implémentation, entre la théorie et la pratique, comme dans beaucoup de cas. Et là, ça fait particulièrement la différence. Notamment parce que les modèles de sécurité de ces messageries ont pas mal d'hypothèses, et des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées en grandeur nature. Donc on a beau faire des preuves formelles, même des modèles de sécurité, parce que le modèle de Signal, d'échange de clés de Signal a été même prouvé formellement. Donc on peut se dire, s'il y a une preuve formelle du protocole, il n'y a pas de faille de sécurité possible. Eh ben si, parce que les hypothèses sur lesquelles sont basées ces preuves formelles-là sont rarement réunies en vrai. Donc, pour résumer, de nombreux vecteurs d'attaque existent, au moins à 4 niveaux sur les messageries. Au niveau réseau, vous avez des métadonnées TCP/UDP qui permettent, même si c'est chiffré, d'identifier qu'il y a du trafic de messagerie, et même si on a un potentiel groupe d'utilisateurs, de savoir quels utilisateurs dans ce groupe-là communiquent, et quels sont les messages adressés d'un utilisateur à l'autre, en faisant de la corrélation temporelle entre les métadonnées des messages. Donc même si le message en lui-même n'est pas connu, il y a pas mal de métadonnées à chaque échange qui sont échangées, et ces métadonnées, on l'a vu dans pas mal d'affaires, sont très parlantes, et parfois même beaucoup plus parlantes que le contenu des messages, sur l'identité ou la localisation des interlocuteurs. On a des métadonnées même de nature centralisée, puisque ces messageries vous offrent la possibilité d'avoir des notifications, des pop-up quand vous avez un nouveau message. Ces notifications utilisent les services de cloud d'Apple et de Google. Chez Google, ça s'appelle GCM, Google Cloud Messaging. Et donc Google a l'ensemble des métadonnées de tous les utilisateurs, par exemple de Signal sur Android. Et donc en corrélant l'apparition des pop-up et le passage des messages par ces CDN, par exemple, il peut tout à fait savoir qui discute avec qui, bien que ça soit complètement chiffré et soi-disant décentralisé. En fait, c'est pas si décentralisé ça à cause de ces notifications en push qui centralisent du coup les métadonnées chez Google comme chez Apple aussi. Voilà. Et puis on l'a vu, au niveau SS7, on peut faire des interceptions quasi parfaites, interceptions actives de trafic et même l'historique de trafic. Donc au niveau réseau, il y a pas mal d'attaques. Au niveau de l'OS, bien évidemment, il y a la problématique des keyloggers. Donc si vous avez un keylogger, vous faites l'interception à la fois des mots de passe éventuels et puis évidemment toute la conversation que vous avez saisie. Problématique qui est évidemment amplifiée par le portage de ces messageries mobiles sur desktop. Parce que sur desktop, vous avez encore plus d'attaques que sur mobile. Et comme ces applications commencent à développer des clients lourds pour vos ordinateurs desktop, c'est encore plus facile à attaquer ces messageries par voie client lourd, surtout si vous faites tourner ces clients sur des postes qui sont déjà compromis sans que vous le sachiez, bien évidemment. Et ce qu'on voit sur téléphone, ce sont des screen overlays aussi. Il est possible de mettre des calques
applicatif et de faire penser que vous avez reçu un message alors que vous en avez reçu tout un autre, en fait, simplement en regardant l'écran avec une application tierce. Et quand on détecte une bulle de message, on va recréer un calque avec une bulle de message et un autre message par-dessus l'application. Et ça, c'est des fonctionnalités qui sont autorisées par les smartphones, autant chez Google comme chez Android. Donc on peut placer un calque par-dessus un applicatif et aller superposer un graphisme de son choix à la vraie application, ce qui fait que l'utilisateur, il est complètement berné et il voit un calque qui vient d'une application tierce et qui ne vient pas de l'application originale. Donc on peut totalement remplacer un message par un autre, hein, ou le nom d'un contact par un autre aussi, très simplement, si je le fais en haut de l'écran, là où il y a le nom du contact. Hein. Donc ça pose aussi un gros problème, ces screen overlays. Et pour l'instant, elles ne sont pas bien détectées dans les messageries instantanées. Donc elles sont vulnérables aussi à ce genre d'attaque. Au niveau applicatif, évidemment, de l'API hooking, hein, détournement d'API, notamment sur desktop, mais c'est aussi valable sur mobile s'il y a des failles sur votre téléphone, ou si vous l'avez jailbreaké notamment. Modification des contacts par application tierce, on en a parlé, hein, c'est le man in the contact. Et puis au niveau humain, toutes les possibilités de phishing et d'usurpation diverses que vous pouvez avoir par téléphone, par mail ou autre, lors de la confirmation du contact, qui permettent à quelqu'un d'abuser de votre confiance, hein, et de se faire passer pour toute autre personne. Voilà. Et conclure, on l'a dit aussi, mais que l'arrivée évidemment de ces messageries sur desktop ne fait qu'augmenter la surface d'attaque de ces messageries. Au final, voilà, quelle confiance on peut avoir dans ces messageries. Je pense que la confiance est quand même largement atteinte et qu'elles ne répondent pas encore à des besoins de sécurité critiques. Je vous remercie beaucoup. Merci Renaud.